Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons sur la table de discussion ce soir l'organisation matérielle de la CAN Total Énergie 2021. C'est un événement majeur, un événement sportif. Nous sommes à 35 jours de ce qui va se passer sur les stades, 35 jours de cette compétition qui a lieu sur notre territoire du 9 janvier au 6 février 2022. C'est un événement sportif d'envergure organisé dans le contexte de la pandémie que nous connaissons tous, mais événement qui doit malgré tout être une fête populaire selon la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et au-delà des infrastructures sportives que chacun peut apprécier à sa manière, au-delà des querelles autour de ces infrastructures, notre questionnement à nous, c'est comment rendre la fête continentale du football populaire dans sa nouvelle formule, une fête populaire au Cameroun. Quels sont les dividendes et les opportunités stratégiques que le Cameroun peut tirer de cette compétition? Et de manière étendue, quel football au Cameroun après les élections probables à la FECAFOOT, après la CAN 2022. Pour en parler, nous avons comme invité ce soir sur le plateau le professeur Emmanuel Wongou, internationaliste, ancien secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Merci d'être venu pour ça. Merci, M. Séverin. Juste à ma gauche, Daniel Ngwangene, président de la commission mobilisation et volontariat du COCAN. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, pas du tout. Merci d'être venu. Je vous en prie. Michel Oyane, HDR en sciences politiques et études internationales. HDR, c'est habilitation à diriger les travaux, enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé 2. Merci d'être là. Merci. Et enfin, Christian Tchabni, qui est journaliste, chef de service des sports, rédacteur en chef délégué au journal Le Messager. Bienvenue, Christian. Merci, c'est vraiment bonsoir. Mesdames, Messieurs, voilà présenté le menu de cette édition de Scène de Presse. Cher maître, je vous prierai de vous éloigner un tout petit peu de vos devoirs de réserve habituels. Sortez de vos raisonnements et permettez-nous de comprendre ce qui se passe parce que la CAN, c'est une fête pour les Camerounais. Et s'il y a des choses à dire là-dessus, il faut dire ces choses pour que nous puissions avancer. Merci à tout le monde d'être venu. Alors, à l'observation des faits autour des préparatifs de la CAN Total Énergie 2021, on a bien l'impression que nous sommes restés, docteur Daniel Ngwangene, dans le domaine de l'improvisation habituelle. Ce n'est pas la grande effervescence, c'est des disputes autour des choses qui parfois ne sont pas utiles pour l'avancée des préparatifs. Vous avez utilisé là deux termes un peu forts. Improvisation et en plus vous dites habituel. Je ne me mettrai pas dans ce canevas un peu catastrophique de ce qui se prépare et de ce qui se fait, parce que absolument pas, nous ne sommes pas dans l'improvisation malgré quelques difficultés qui sont inhérentes à toute œuvre humaine, à toute organisation, et surtout de cette envergure. Habituel, je dis peut-être que les Camerounais vont vivre quelque chose d'inhabituel, parce que après une cinquantaine d'années que nous avons organisé une première Coupe d'Afrique des Nations, nous en aurons une qui ne sera pas du tout la moindre, au contraire. Il y a des signes qui nous annoncent cet état de choses. Lorsqu'on veut bien regarder, on trouverait qu'effectivement il y a des signes qui l'annoncent. Dans un premier temps, il est vrai que nous aurions pu être les premiers à organiser dans ce format une compétition pour 24 équipes, mais là quand même c'est un format inhabituel, c'est 24 équipes. Deuxièmement, il faut regarder un tout petit peu les forces en présence. Vous voyez, lorsque vous regardez les équipes qui vont se présenter au Cameroun, l'aura de ces équipes, qu'on le veuille ou non, il y aura matière à faire venir les gens dans les stades. Et troisièmement, je parle par rapport à ma chapelle, je suis président de la commission mobilisation. Nous autres, nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie qui permettra, sous réserve, bien évidemment, du quota qui nous sera accordé à cause de la pandémie Covid-19, nous sommes en train de mettre en place une stratégie qui permettra d'avoir une fête populaire dans les stades et hors des stades. Docteur Oyane, à votre avis, il y a des signes avant-coureurs d'une CAN qui se veut populaire? Il y a des choses qu'on voit?
Mais écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation. Et je dirais que je ne serai pas très optimiste comme le docteur Daniel Ngwangele, que je respecte beaucoup. Il a là la tonalité de quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation. Travaillant sur des questions de communication, notamment politique, de mobilisation politique, je répondrai clairement par la négative. Je ne vois pas, en tout cas, en tant qu'observateur de l'extérieur, observateur attentif des questions politiques, je ne vois pas cette effervescence, n'est-ce pas, qui annonce ou annoncerait, n'est-ce pas, les signes avant-coureurs d'une fête non seulement populaire, mais également belle. Pour que la fête soit populaire, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, pour que la CAN soit belle et populaire, il faut réunir un certain nombre de conditions sur le plan de la communication. D'abord, il faut envisager une dynamique communicative et discursive inclusive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut précisément arrêter la communication par la verticalité. Il faut communiquer de façon horizontale. La communication de la verticalité, c'est un peu le pouvoir de la verticalité. Je crois que le professeur Wangyu, le docteur Ngwangele lui-même comprend ce que je veux dire. Il faut que les institutionnels arrêtent de confisquer les canaux et les canons de communication pour laisser la place. Ils doivent communiquer, effectivement. Alors, on va pour laisser la place aux personnes qui sont plus à même, aux professionnels de la communication, n'est-ce pas, de faire cette communication. Mais dans ce cas, il y a des professionnels de la communication soit plus intéressante et populaire. À ce que je sache, je crois bien qu'il y a effectivement des professionnels de la communication. Et je dis pas seulement des journalistes, mais vraiment des professionnels de la communication et surtout de la communication événementielle qui a effectivement ces canaux et nous sommes en train d'utiliser. J'entends bien, je voudrais vous relancer en vous disant ceci. Lorsque nous sommes à un mois, parce que nous sommes à 35 jours de la compétition, et que nous n'apercevons pas encore, je viens de faire le tour de la ville tout à l'heure en arrivant à la CRTV, il n'y a pas eu une seule affiche, docteur Daniel Ngwangele. Il n'est pas possible, à un mois d'une compétition sportive internationale comme la CAN, que nous ne soyons pas encore en train de visualiser un certain nombre de dispositifs de la communication, cette communication événementielle, cette communication sportive qu'il faut faire autour de la CAN. Comment vous expliquez qu'à un mois de la compétition, que nous n'ayons pas encore les différents dispositifs en termes d'affiches, en termes de logo? C'est quoi c'est Tara, la mascotte de la CAN? C'est quoi la mascotte de la CAN? Alors, la presse, toutes ces questions-là. La presse semble plus préoccupée par des infrastructures que par le capital humain, qui est essentiel dans ces investissements que nous avons aujourd'hui, les investissements autour de la CAN. C'est fait à dessein, Christian, ou bien ça relève de la ligne éditoriale de chaque média? Non, chaque média a sa ligne éditoriale, mais je ne pense pas que la presse a décidé uniquement de focaliser l'attention sur... Oui, mais localisation des... Mais c'est pas la faute de la presse si ceux qui sont en charge, principalement le COCAN dont nous avons un membre ici, c'est pas de notre faute si sur les infrastructures on ne vit que de scandale en scandale. C'est pas la faute de la presse si on a multiplié des reports et des reports dans la date de livraison de certaines infrastructures. C'est pas la faute de la presse si l'un des stades fleurons, c'est-à-dire en termes de capacité, 60 000 places, le stade d'Olymbe, pour ne pas le nommer, j'ai voulu dire le stade Paul Biya, mais des bruits de couloirs résonnent ou retentissent ces derniers temps pour dire le chef de l'État a demandé d'enlever son nom sur ce qui a comme on peut officiellement et légalement l'appeler un stade qui ne traîne que c'est de la malédiction, ce stade d'Olymbe. J'ai pris le stade d'Olymbe parce que c'est peut-être important. Oui, c'est important. Vous semblez écarter ce que les Camerounais attendent. Non, le stade d'Olymbe, c'est votre devoir de donner la bonne information, oui, que celle-là. Non, on ne va pas dire. Vous savez que on parle de la CAN 2021 aujourd'hui parce que on serait en train de parler peut-être de l'organisation d'une autre compétition de football autre que la CAN, parce qu'en 2019, on aurait déjà, si légalement on était prêt, si on n'était pas toujours dans des expressions qui poussent à vouloir interloquer des gens ou bien de les étiqueter comme des ennemis de la patrie ou de la nation, on ne devrait pas être en train de parler de la CAN 2019 qui a subi
Et vous savez que le terme a été inventé pour la première fois lorsque la CAN est attribuée au Cameroun, c'est-à-dire le glissement. Voilà. Il n'y a jamais eu ça dans le lexique de la Confédération. Il faut bien que ça commence quelque part. Professeur Wong, vous êtes un praticien. Je suis d'accord avec vous, Christian, on va revenir tout à l'heure. Professeur Wong, vous êtes un praticien du sport, un théoricien de la diplomatie et des relations internationales. Vous avez été secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique entre 2010 et 2015. Si mes souvenirs sont exacts, c'est à ce moment qu'on attribue cette CAN-là, avec des démarches diplomatiques bien sûr, au Cameroun. Et c'est à ce moment qu'on commence la construction des stades de Limbe et de Bafoussam. Vous avez été un tout petit peu au début de ce projet. Vous vous rappelez bien que le président de la République tenait à ce projet. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le cap fixé est celui qu'on suit? Avant de parler du cap, je voulais dire qu'effectivement, on était au ministère des Sports. M. Mwangele était à l'INDS, j'imagine, à cette époque, bien venait de partir, mais je sais qu'on a travaillé ensemble pendant ce temps-là. En 2015, en 2014-2015, quand on obtient la CAN, on était au ministère, j'étais secrétaire général, avec le ministre Adoum Garoua, comme ministre, avec professeur Joseph Owoda, comme patron de la FECAFOOT, qui venait de remplacer Tombi Aroko. Et je dois dire qu'il y avait déjà le stade de Limbe Bafoussam, contrairement à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand nous on arrive au ministère en 2010, il y avait la première pierre posée à la fin de nos mandats de 5 ans. Il y avait les deux stades, Bafoussam et Limbe. C'est d'ailleurs sur la base de cela et des promesses faites à la CAF que nous serons prêts en 2019, qu'on a obtenu la CAN. On n'avait pas encore les autres stades. Je me souviens très bien que c'est nous qui sommes allés chercher. Aujourd'hui, quand on voit le stade de Limbe, quand on voit le stade de Japoma, c'est nous qui sommes allés choisir l'endroit exact. Et en fait, il y a encore des témoins qui sont vivants. Le problème, c'est que dans notre pays, la continuité de l'État pose problème. On doit parler franchement. C'est-à-dire que quand vous partez d'un événement comme celui-là, les raisons pour lesquelles on a obtenu la CAN, ce qu'on rêvait à l'époque, qui est bien consigné dans le journal du ministère des Sports, si on le retrouve cette année-là, il y avait un grand rêve. Nous pensions vraiment qu'en 2019, ce serait une grande fête de football. Le cap était fixé. Le cap reste le même puisque les gens sont toujours en place et le chef d'État est toujours en place, mais les gens qui sont aux manettes du sport ont changé. Les ministres ont changé il y a 2 fois depuis cette époque-là. La FECAFOOT a changé aussi de président plusieurs fois. En fait, je veux dire que le rêve est toujours le même. Il fallait faire une grande fête populaire. Il fallait offrir des infrastructures de nature à rendre fiers les Camerounais qui sont une nation de football. Il fallait laver un peu cette honte de 1972 parce qu'en fait, on était vraiment très contents. Je relisais encore les témoignages de ceux qui ont vécu 1972 dans ce journal spécial que nous avons fait à l'époque, qui est encore visible au ministère des Sports. Et nous avons assisté comme tous au glissement de cela. Moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à tous ces débats sur les infrastructures, effectivement, parce que je suis content que ce débat ait lieu, qui permette quand même qu'on parle d'autre chose, puisque les rêves restent les mêmes. Mais comme le disait tout à l'heure, est-ce que la mobilisation populaire... Voilà, la mobilisation populaire... Est-ce qu'on y est? Je suis d'accord avec mon collègue ici à côté. On ne la voit pas. J'ai eu la chance pendant les 5 ans où j'étais au ministère des Sports de voyager beaucoup, accompagnant les Lions à gauche et à droite. Je me souviens par exemple, on est allé en Colombie à la Coupe du Monde Junior, nous sommes allés accompagner les Lions indomptables à la veille de la Coupe du Monde du Brésil pendant un stage bloqué en Autriche. On voyait quand même monter quelque chose. Quand on vient dans un pays qui attend une compétition, dès l'aéroport on le sent. J'ai les collègues, j'ai dîné hier soir avec un collègue qui vient de l'étranger, il m'a dit à l'aéroport on ne voit rien. À l'aéroport, porte d'entrée du Cameroun, on ne voit rien. Et à un mois de l'événement, je pense qu'on devait déjà, en fait, je voulais simplement dire au Dr Mwangele, qui est un expert de la question de mobilisation, qu'il est bien à sa place, mais qu'il faut sortir peut-être de vos laboratoires de stratégie, désormais rendre public ce qui a été défini. Voilà ce qui a été défini. On lui pose la question. Et mobiliser les gens pour que les Camerounais se sentent concernés. Est-ce qu'il y a une stratégie, peut-être que nous ne partageons pas tous ici, autour de la table, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites que nous ne voyons pas ou bien qui sont à venir? Qu'est-ce qui est fait pour mobiliser les populations? Il y a des choses qui sont faites, mais ces choses ne peuvent pas se faire, excusez-moi le terme, à l'emporte-pièce. Lorsque le docteur Oriane parle de la communication événementielle, elle ne se fait pas de but en blanc, elle est progressive. Et dans la progression de ce qui doit être fait, nous la suivons. Peut-être, oui, avec quelques retards, mais il y a quand même une progression. Il y a une progression parce qu'on connaît déjà, ne serait-ce que ce qu'est l'hymne de la CAN. On connaît ce qu'est la mascotte de la CAN, c'est connu parce que ça fait l'objet de tout un événement.
on a déjà un certain nombre d'affiches à des endroits spécifiques. Sauf si les gens ne veulent pas voir. Moi, j'étais à Bafang aujourd'hui. Et à Bafang, j'ai vu dans le stade d'entraînement en construction des visuels, des affiches qui indiquent qu'il y a bel et bien la CAN. Monsieur le directeur, je voulais finir, s'il vous plaît. J'ai été à Bafoussam, je les ai vus. Et je vais vous surprendre. Je viens de Bertois quelques jours avant, qui n'est pas un site à proprement parler Cannes. Et j'ai vu dans ce qu'ils appellent maintenant la foire de Bertois des affiches qui indiquent bel et bien qu'il y a une Cannes qui s'attend. Mais pour le cas précis de la ville de Yaoundé, pour le cas précis de la ville de Yaoundé, lorsque on veut regarder, lorsqu'on ne fait pas comme ce que j'appelle un peu, lorsque je fais mes cours de pédagogie, l'enseignant, la pédagogie de l'échec, parce que nous sommes en plein dans un processus de pédagogie de l'échec ou bien de journalisme catastrophé. Alors si on ne le fait pas, on va effectivement ouvrir les yeux et voir ce qu'il y a à voir. Et ce qui est sûr, il y a de manière progressive la mise en place d'un processus de communication qui permet aux gens de savoir qu'il y a quatre. Et au-delà de ces affiches, de ce qu'on veut voir immédiatement, tout ce qui se fait en termes organisationnels participe de la communication. Je prends un exemple. Parlant de ma petite commission, lorsque je fais le tour des 6 sites pour sélectionner et mettre en place des commissions de sélection des volontaires, ça participe de la justement, cette question de volontaires a polarisé l'attention. On s'occupait plus des critères de sélection des volontaires que de voir comment on se mobilise. Pourquoi les grands médias du football ne sont pas... Monsieur Aléga, la communication, c'est l'émetteur et le récepteur. Ça dépend maintenant de l'angle dans lequel se positionne le récepteur. Un récepteur peut devenir récepteur actif, c'est-à-dire il mène une activité qui lui permet plus de suivre effectivement l'essence de la communication qui lui est dirigée. Docteur Oyanwe, je voulais relancer le directeur honoraire emblématique de l'INJS. Monsieur le professeur Woyou sait très bien que nous avons, nous tous, à l'université, un immense respect pour le docteur Daniel Ngwangele. Il ne s'agit pas de remettre en cause votre professionnalisme. Loin de là. Il s'agit de dire, chers collègues aînés, que la communication autour de l'événement Cannes elle ne décolle pas. Nous sommes à un mois de l'événement et il ne s'agit pas, la Cannes n'est pas un tournoi de coupe cantonale là-bas, à Minkang Malok chez moi, à Sambelima Mayumesi là-bas. Il s'agit d'une compétition internationale qui consiste à mobiliser des gens pour remplir les stades, pour des raisons économiques, pour des raisons de fête populaire, de réussite de la fête populaire. Il ne s'agit pas de faire des stratégies. Vous dites que la mascotte est connue. Comment elle s'appelle? Moi, je ne connais pas le nom de la mascotte, de la Cannes. Vous voyez, nous sommes à l'université, vous êtes à l'université, nous sommes à Yaoundé, mais nous ne connaissons pas encore à Yaoundé, nous qui sommes habitants de Yaoundé, le nom de la mascotte. C'est une erreur de communication. C'est ce que j'ai appelé la réception active. Vous voyez? On refuse d'écouter ce qu'on doit. Non, on ne refuse pas. Alors, Christian, est-ce que la presse a du mal à avoir d'autres informations, des informations bien différentes de ce qu'on vit sur les infrastructures, sur... Tout à fait. Mais bon, le journaliste est appelé à mener des enquêtes. L'essentiel est qu'il reste loin de ce que le docteur Ngwangele appelle le journalisme catastrophé. On peut mener des enquêtes. Mais le fait que les infrastructures polarisent le plus de l'attention, c'est pas la faute de la presse. Lorsqu'on a parlé de ferveur populaire, effectivement, dans les populations, faites simplement une espèce de petit sondage, un vox pop. Vous allez vous rendre compte simplement que les populations ne se sentent pas, n'ont pas l'impression qu'ils se sont appropriés de cette fête dont on attend une espèce de ferveur populaire. Mais c'est l'un des éléments qui cristallisent le plus d'attention en Afrique. C'est une fête du football, c'est une célébration. C'est le plus grand événement sportif. Oui, c'est le plus grand. Et il faudrait que le peuple se l'approprie. On a l'impression qu'il y a un groupe de fonctionnaires qui composent le COCAN, qui sont dans leur laboratoire, qui émettent de belles idées, de belles stratégies, mais dans l'implémentation,
on repart au point zéro. C'est la même chose au niveau des infrastructures, c'est la même chose au niveau de l'appropriation même, séquence après séquence de ce qu'on appelle la fête populaire. Au-delà du branding qu'on attend, c'est-à-dire de quitter de l'aéroport jusqu'au centre-ville et de voir peut-être des grandes affiches, des mascottes, voir que le chauffeur qui vous porte à un autocollant, où il vous remet un gadget en signe de bienvenue, matérialiser cette chaleur affective qu'on connaît du Cameroun, pays de football, on ne la sent pas. Je ne pense pas qu'en 35 jours, les populations vont effectivement se métamorphoser pour devenir des personnes accueillantes. Il y a un autre aspect qu'il faut souligner. C'est effectivement parce qu'autour de la préparation de cette CAN, on a plutôt la foire au scandale. Il y a eu trop de scandales. Oui, mais moi j'avais une autre question. Est-ce que scandale aussi, l'attitude de la CAF n'a pas beaucoup joué dans ce cas-là? La CAF a passé le temps à nous menacer, des injonctions à gauche. On se rappelle, il y a 2 semaines encore, on parlait du stade, la délocalisation. Est-ce que cela n'a pas démobilisé un tout petit peu? Moi j'étais bien parti pour parler de chantage de la Confédération africaine de football. Est-ce que cela n'a pas joué? Lorsqu'ils ont estimé récemment, pour ne caler que dans l'actualité qui est la plus récente, lorsqu'ils ont estimé que le stade de l'Embe n'est pas prêt pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture principalement, vous vous êtes rendu compte que dans la foulée, il y a eu une annonce. Et comme nous sommes maintenant dans la République du glissement, on a subi un autre décalage pour reprogrammer la cérémonie. On est quitté de la date butoir du 30 novembre 2021 au 3 décembre pour la cérémonie officielle annoncée, tambour battant, M. Ngwangele, il ne fera pas le contraire, à la date de réception. À la date de réception. Aujourd'hui, docteur, aujourd'hui, est-ce que le 3, nous avons réceptionné le stade? Non. Au petit matin de vendredi, on a inondé les réseaux sociaux avec un communiqué qui nous disait que pour des raisons, encore même que le communiqué, il est d'une platitude déconcertante. Alors, il faudrait expliquer peut-être pourquoi on n'a pas réceptionné cela. Mais vous savez pourquoi, mon cher Séverin? C'est parce que le journaliste il cherche l'information. Ça, c'est non, c'est ça. Alors, professeur, non, je vais finir, Séverin. L'autre problème, c'est que les populations ne savent même plus à quel sens se vouer. Va-t-on effectivement abriter cette canne? Vous vous souvenez tout le ramdam qui a eu autour, qui a précédé? Bien sûr, il y a eu tout un ramdam, toute une inquiétude, des incertitudes autour de la signature de la concorde. Il y a eu beaucoup de on en est à ce point-là à croire qu'on n'a pas, qu'on on vous a suivi, Christian. On vous a suivi, Christian. Non, je ne suis pas pessimiste. On a 35 jours, on peut quand même rattraper. Il aura bien lieu, et d'ailleurs, si on est là, c'est pour essayer de voir comment on peut rattraper. Je voulais seulement dire au docteur Ngwangele que c'est trop facile de, dès qu'on a un regard critique sur un événement, qu'on vous traite de pédagogue de l'échec. Nous ne sommes pas des pédagogues de l'échec. En fait, moi, je ne me connais pas, mon collègue non plus. Et je crois que cela doit... Si on veut réussir la CAN, si on ne veut pas tenir compte du contexte de l'environnement, nous sommes des internationalistes, nous sommes des universitaires d'abord, ça veut dire qu'on ne peut pas voir un événement sans voir le contexte dans lequel nous vivons. Un contexte dans lequel il y a eu un glissement, où les Camerounais peuvent douter, ou à un mois de l'événement, un événement qui est attendu depuis 50 ans. Les gens peuvent se plaindre. Je souhaite que ceux qui sont en charge de ces affaires écoutent au moins ce qui est dit. Parce que si on n'écoute pas, nous sommes en train de partir, parce que dans tous les cas, le football, ça gère les passions de tous les Camerounais. Moi, c'est un ministère qui m'a laissé un souvenir inoubliable, c'est-à-dire que là-bas, les gens sont passionnés. Le football est quelque chose qui passionne tous les Camerounais. Donc, n'enfermez pas cela. Alors, je dis que sortez vos stratégies de vos laboratoires, rendez-les publics. Nous sommes contents que ce soit les experts. Beaucoup viennent de l'INGS et d'ailleurs qui sont les communicateurs les meilleurs du Cameroun, mais sortez cela de vos laboratoires, rendez-les publics parce qu'il faut que les Camerounais s'approprient leur CAN. Si les Camerounais ne sont pas avec leur CAN, si on n'en fait pas une cause nationale, parce que il faut quand même que au soir du 6 février, que les Camerounais soient fiers, même si on ne gagne pas cette CAN, qu'au moins qu'on soit sûr qu'on s'est battu pour faire une CAN qui soit mémorable pour l'histoire du sport camerounais. Donc c'est très important que ceux qui sont en charge de cela ne soient pas autistes et ne veulent pas écouter des voix discordantes qui montent et qui disent qu'il est temps de rendre public, de rendre populaire une fête que le chef de l'État a souhaité populaire. Voilà ce que je voulais simplement dire à ce niveau-là. Monsieur le Président de la Commission Mobilisation et Volontariat, reconnaissons qu'il y a des manquements quand même. Est-ce qu'on peut rattraper en 35 jours? Est-ce qu'on peut... Vous pouvez mettre en marche vos stratégies pour que cette fête-là soit populaire? C'est le souci. Elle sera populaire. Moi, je peux vous le dire, et je le dis sans risque de me tromper, elle sera populaire. Vous savez, dans un environnement social, il y a ceux qui veulent vous voir réussir, il y a ceux qui, pour une raison ou une autre, s'attendent à ce que vous ne réussissiez pas.
Il y en a, pour revenir sur le cas de l'école, il y en a qui, à cause justement de multiples échecs possibles, ont peur d'échouer une dernière fois, et ils sont également là. Donc tout ce monde-là, ceux qui veulent réussir, ceux qui ont peur d'échouer, ceux qui ont envie de voir qu'il y ait encore échec, comme ça a souvent été le cas, tous seront bel et bien présents les uns et les autres avec leur propre motivation. Mais au-delà, pour rester simplement positif, je dis de manière progressive. On ne sort pas d'un laboratoire lorsqu'on ne sait pas qu'effectivement le produit qu'on va présenter va être comestible. On sort d'un laboratoire quand on sait que ce sera comestible. Mieux vaut arriver à bon temps que de venir à contre-temps avec quelque chose qui va susciter l'ire des uns et des autres, alors que quelque part, c'est eux qui ont poussé à faire quelque chose un peu à la va-vite. Mais c'est correction pour ça, on le sait, parce que pour prendre un petit exemple, le site d'enregistrement pour les volontaires, on l'a annoncé, on a dit qu'il est désormais opérationnel, mais il a commencé par un bug. 14 000 personnes ont consacré à ce processus-là. 14 000. C'est pas 4 000 personnes. C'est pas 14 personnes. C'est 14 000. Lorsque ça ne fonctionne pas, on n'aurait pas 14 000 personnes. Et là, maintenant, nous autres, on est dans un sérieux problème parce qu'il faudrait maintenant, heureusement que nous avons introduit un certain nombre de principes qui vont nous permettre effectivement d'élaguer un bon nombre d'expériences. Éviter aussi le spectre du CHAN avec les volontaires. Alors, on va avancer. On va avancer rapidement. Nous entendons comme vous savez, de nos échecs, on évalue nos futurs succès. Et nous autres, effectivement, nous prenons le temps de rester en laboratoire pour qu'on n'ait pas des situations qui n'ont pas marché précédemment. Et le laboratoire, ça chauffe, professeur. Cette émission, docteur Daniel Ngwangele, cette belle émission participe de ce qu'on appelle la veille patriotique. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, cette émission, et c'est pour cela que moi je voudrais féliciter le modérateur, cette émission participe de la veille patriotique parce que elle va vous bousculer. Elle va bousculer les fonctionnaires, j'en suis un, les fonctionnaires, mais je ne suis pas de la commission, la grande commission du COCAN. Tout à fait. Vous voyez, elle va bousculer les fonctionnaires rigides qui communiquent généralement par la verticalité. Il y en a qui sont plongés dans l'immobilier. Mais vous savez, et c'est pour cela que je voudrais vous interpeller, vous de la presse privée. La veille patriotique, c'est quoi? C'est de se dire, nous avons un événement international que nous organisons, que nous accueillons chez nous. Nous avons nos défauts, nous avons nos tares. Il faut parfois les couvrir. Nous allons les taire pendant ce mois qui nous reste pour la préparation et pendant le mois entier de la compétition. Donc tout ce que moi je demande à la commission de faire, à la grande commission, évidemment avec la commission communication, la commission mobilisation du docteur Daniel Ngwangele, c'est d'inclure, n'est-ce pas, les autres acteurs de la presse, c'est d'inclure des dealers d'opinion, c'est d'inclure des collectivités territoriales décentralisées pour communiquer, afin que toutes ces entités-là, institutionnelles et personnelles, communiquent autour de la CAN pour que la fête soit populaire et belle. Vous savez, dans le mot maire, il y a l'anagramme aimer. Je suis sûr que si vous communiquez la stratégie de communication aux collectivités territoriales décentralisées, évidemment aux régions aussi, ils vont faire quelque chose pour... Laissez-moi chuter, je vous en prie. Laissez-moi chuter. Vous allez bien voir comment ces maires-là seront contents, comment les populations dont les maires sont proches seront contentes et comment la fête sera populaire. Je suis bien content que vous ayez abordé cet aspect. Oui, parce que ça rentre c'est pour cela que nous sommes stratégie. Là. Vous savez. Oui, c'est comme si on a travaillé ensemble. Alors, la CAN ne nous fait pas oublier, rapidement, parce qu'on va avancer. Ce que nous faisons en termes de mobilisation, c'est justement avec des groupes populaires bien ciblés, comme les collectivités territoriales, des groupes déjà organisés, et c'est avec eux que nous allons faire effectivement de cette... Mais on ne voit pas ces groupes à l'œuvre. Ils sont déjà touchés, on les a déjà invités à se préparer à ce travail-là. On va le voir à l'œuvre dès la semaine prochaine. La CAN ne nous fait pas oublier une actualité politique importante au Parlement. Il se trouve qu'en ce moment, on procède à l'examen et bientôt au vote du budget 2022. Loin des chiffres parfois difficiles à cerner, le ministre des Finances qui défend ce budget a dit quelque chose à la sortie d'une rencontre avec les parlementaires. Nous allons le regarder.
il y a eu beaucoup de discussions, ce qui est normal. Et nous avons beaucoup félicité les membres de la commission des finances parce que les contributions qui ont été les leurs ont été des contributions extrêmement constructives. Le gouvernement, non seulement le ministre des Finances, mais aussi tous les membres du gouvernement qui sont passés après, ont donné des explications qui les ont convaincus. C'est pour ça que, au niveau de la commission, le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 a été adopté. Les spécialistes des relations internationales estiment que la CAN, tout au moins le sport, n'est plus seulement une compétition où les gens s'affrontent physiquement. Il y a bien d'autres enjeux derrière cette compétition. Alors, professeur, vous avez abordé cette question-là. Je me souviens que la dernière fois, c'était à l'INJS, pendant une leçon inaugurale. Vous parlez de la mondialisation et du sport, justement. Quel dividende peut-on tirer de la CAN qui arrive? Je parlais en fait de mondialisation de diplomatie sportive. En fait, c'est un concept de diplomatie sportive qui n'est pas encore assez connu dans notre pays et qui mérite d'être connu parce que moi j'en parle depuis 2015. Quand j'étais encore au ministère des Sports, c'est l'année où je suis parti du ministère des Sports, il y avait une leçon inaugurale que le ministre m'a laissé faire d'ailleurs à l'occasion de la rencontre des services centraux et extérieurs de ce ministère, où je parlais déjà de sport et émergence. Je pensais, et je pense encore plus que jamais aujourd'hui, que le Cameroun devrait utiliser au maximum le sport. J'ai, à l'occasion de cette conférence, rappelé tout ce que le sport a apporté au Cameroun comme dividende, comme reconnaissance internationale. Nous sommes connus dans le monde comme une nation sportive. Pourquoi faisons-nous de cette diplomatie sportive sans le dire? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne nomme pas la chose. On a peur de nommer la chose. J'ai l'impression que... et pourtant, des pays comme le Qatar, j'ai cité l'exemple comme le Qatar, ont choisi volontairement d'émerger sur la scène internationale par le sport et le tourisme. Le Cameroun, ça fait depuis 1982, depuis l'arrivée du président Paul Biya. J'ai même, à l'occasion, mis un extrait du discours du chef de l'État dès 1982 qui a fixé le cap. Quand on parle de fête populaire aujourd'hui, on reprend des mots qu'il a utilisés dès son arrivée au pouvoir. Et depuis lors, que de victoires, que de lauriers, nous sommes connus parce qu'on a gagné beaucoup de cannes en international. J'ai donc l'impression, en fait, je voulais attirer l'attention sur le fait que profitons de cette canne pour mettre enfin en place une diplomatie sportive digne de ce nom et qui soit reconnue, nommée et mise en place comme une politique publique capable de vendre le Cameroun à l'international parce que beaucoup de pays le font aujourd'hui. Même la France, que nous aimons souvent imiter dans beaucoup de choses, a bâti une diplomatie sportive à la suite de beaucoup d'échecs et a considéré qu'il était important qu'ils mettent en place cela pour qu'on tire les dividendes économiques, commerciaux, culturels, de visibilité, d'image pour le pays qu'est la France. Donc le Cameroun peut le faire et on a les moyens pour le faire. Est-ce que l'organisation telle qu'elle est mise en place par le COCAN, nous allons dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Cameroun puisse tirer avantage de l'organisation de cette CAN? Vous voyez, lorsque le professeur Wajou parlait tout à l'heure, je n'ai passé que du temps à hocher de la tête, parce que là, il voudrait que nous sortions du tacite à l'explicite. Et c'est vrai en plus, parce que le Cameroun a déjà démontré sur le plan mondial ce qu'il est capable de faire en matière de sport, ce qu'il est capable même de gagner au-delà de la pratique sportive, ce qu'il est capable de gagner sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, à partir du sport. Mais maintenant, et je suis entièrement d'accord avec le professeur, il est question de le structurer. C'est peut-être le vrai problème que nous avons chez nous. C'est-à-dire, des choses se font généralement de façon tacite, alors qu'on pourrait l'organiser, on pourrait le structurer pour qu'on arrive effectivement à des résultats. Et en ce qui concerne la CAN actuelle, je crois que c'est également l'une des choses qui font croire aux gens qu'on traîne un peu le pas. Parce qu'en réalité, il n'est plus question d'avoir cette fête populaire où les gens vont venir crier autour du ballon, bien dans les stades, faire des selfies dans un beau stade. Mais ça fait aussi partie de la fête. Oui, mais il est question maintenant d'amener les cette chaleur humaine qui nous manque à l'heure du Covid, il faudrait que les gens... Au-delà donc de la chaleur humaine, il faudrait qu'on ait un petit temps de réflexion ou bien une situation qui puisse amener les gens à comprendre que au-delà de la pratique sportive, il y a quelque chose à gagner. Là, moi, je suis entièrement d'accord avec le professeur. Je voudrais prendre un exemple. Vous avez parfaitement connaissance de ce qui se dit parfois sur le Cameroun, les droits de l'homme, etc., la guerre, etc. Tout cela, on le connaît. Imaginez
un seul instant que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce que vous ne voyez pas que l'image, la perception qu'on a du Cameroun pourra changer? Bien évidemment. Raison de plus pour faire donc attention au niveau de la commission d'organisation, rendre cette fête populaire Et belle. On est en train d'y travailler. Moi, je vous prends l'exemple tout récent du Chan. Savez-vous que le Chan s'est joué à Limbé, alors que tout le monde avait des inquiétudes et que ça a été l'une des poules non seulement populaires, mais les plus calmes, parce que le Cameroun a pris les dispositions pour qu'on sente que le Cameroun est un pays de sport. Mais il ne faudrait pas qu'on le fasse de manière uniquement épisodique, événementielle. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Wagnou. Il faut le structurer. Et là, nous sommes dans une logique de restructuration de cette situation-là. Si on réussit à le restructurer, si on ne réussit pas à profiter des situations épiphénoménales, alors là, nous aurons effectivement gagné avec la CAN. En fait, je vais juste ajouter que je pensais que la CAN pourrait nous permettre de mettre en place cette diplomatie sportive pour que les Camerounais voient que tout ce déploiement financier qui a été fait, les chiffres qu'on annonce, qu'on entend tous les jours, on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas, ne soit pas un investissement pour rien, mais que c'est un investissement pensé sur la longue durée qui permette que le Cameroun demain soit reconnu dans le club très select des nations qui sont des diplomaties sportives, qui sont reconnues dans le monde, le Brésil, le Qatar, la France, les États-Unis, etc. Donc je dis que le Cameroun a tous les atouts pour ça, et ce serait bête que nous mettions l'accent uniquement sur la fête. Et je dois dire qu'autre chose qu'on n'a pas assez dit là, c'est que quand on parle de mobiliser, c'est que nous pensions, je crois que mon collègue et moi, qu'il faut en faire une cause nationale. Parce que derrière cela, nous voulons aussi gagner la CAN. Nous voulons laver la honte de 1972. Nous organisons 50 ans après dans notre pays. Nous voulons vraiment que la fête soit belle, mais aussi populaire, mais aussi qu'à la fin, vous puissiez mettre l'accent sur les hommes, les 22 joueurs qui vont permettre de gagner la CAN. C'est ça qui est important. Christian, est-ce que la presse ne passe pas à côté de cet événement pour nous servir autre chose? On oublie le capital humain. Où sont les joueurs? Est-ce qu'on en parle assez? C'est encore notre procès. Qu'est-ce qu'ils font? C'est encore notre procès. Non, pas un procès, je pose une question. Non, je ne pense pas à mon niveau. Parce que lorsque vous parlez du capital humain, c'est vrai qu'on s'est interrogé, principalement le journal qui m'emploie, le Messager. On a eu des séries de questionnements, d'analyses sur le potentiel, ce que vous appelez potentiellement, c'est-à-dire les hommes qui sont chargés non seulement de défendre les couleurs de cette CAN qu'on joue à domicile, mais qui ont la délicate mission de soulever le trophée au soir du 6 février. On a vu cela à travers quelques balbutiements avec notre équipe qui n'avait pas toujours une ossature qu'on attendait, un collectif qui est capable de jouer en bloc et de produire des résultats. On a vu des tâtonnements sur le plan technique avec l'encadrement, parce que, disons-nous les choses comme il faut, de la récente CAN, c'est-à-dire 2019 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous ont conduits à 2019 et le fiasco en terre égyptienne, qui était notamment notre CAN, c'est-à-dire en termes d'organisation, il y a eu un autre nouvel encadrement technique. Maintenant, les questionnements légitimes qui sont celles de la presse reposent sur la capacité de mettre sur pied une équipe conquérante, une équipe. Vous avez vu comment l'un des ingrédients qui a contribué à la qualification pour les barrages, c'était ce que vous appelez capital humain, mais cette fois chez le 12e joueur. On a vu tout un stade de Japoma plein, plus de 25 000 places, et des supporters qui ont porté leur équipe de la première à la 90e minute. Je pense qu'il faut susciter la mobilisation. Oui, il y a ce côté-là. Et la presse aussi se charge aussi avec... Il y a également ce qu'on parle de... Ce dont on évoquait tout à l'heure, qui est l'appropriation par les populations de ce que c'est que la CAN. Le docteur prenait une image tout à l'heure, il a dit qu'il faut qu'on sorte du fait de prendre des selfies sur des stades. Il y a la capitalisation. Prouver aux Camerounais qu'ils peuvent avoir des petites activités avec des revenus à côté de cette CAN. Et regarder, c'est-à-dire que je supporte mon équipe, mais je n'ai pas pour obligation seulement que de me rendre dans les stades, supporter les Lions jusqu'à la finale, mais aussi apporter cela. Je pense que la présence même dans le COCAN des commissions comme finance, assurance, je pense aussi le fisc également, je pense que tout cela contribue à voir comment la rentabiliser. Encore faut-il qu'il faut que tout le monde soit associé pour rendre la fête, non seulement la ferveur populaire, mais que la fête soit belle à la fin. Docteur Yanné, les dividendes, les opportunités stratégiques derrière la CAN. Écoutez, les dividendes s'expliquent d'abord au niveau interne, parce que avant même la dimension internationale, donc, que le professeur Wagnou évoquait tout à l'heure, il y a d'abord l'économie
au niveau interne. Parce que c'est quoi gagner la CAN? C'est quoi remporter la CAN au Cameroun? C'est pas nécessairement de gagner la finale. C'est d'être capable de rentabiliser les différents investissements qui ont été faits. Et c'est pour cela qu'il faut tirer un coup de chapeau au gouvernement, et peut-être au gouvernement, au président de la République. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la plupart des complexes sportifs qui ont été construits ne sont pas simplement des stades. Vous savez qu'à Japoma, c'est un complexe qui me semble avoir un hôtel extrêmement sérieux et toutes les infrastructures qui tournent autour justement d'un investissement comme celui-là. Il s'agit de quoi à la fin de la CAN? Il s'agit d'être capable de créer des recettes à partir même de la CAN. C'est pour cela qu'on dérangeait le docteur Ngwangele tout à l'heure, c'est pour cela qu'on l'a indexé en disant qu'il faut mobiliser pour que, je crois que le stade Olembe, c'est plus de 60 000 places. 60 000 places. Bon, alors, avec les restrictions, les mesures barrières du Covid-19 qui sont là, il faut quand même que nous ayons 30 000 personnes au stade, par exemple, en fonction de ce qui va être arrêté. Et les 30 000 personnes qui vont venir au stade vont acheter il y a la billetterie, n'est-ce pas? C'est une économie. Ce sont des moyens qui vont permettre de renflouer les caisses de l'État et donc de permettre à notre pays de vivre économiquement avec cet argent-là. Je voulais terminer au niveau international. Au niveau international, il ne s'agit pas simplement de faire du marketing international à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de vendre l'image du Cameroun, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, pour que, au-delà de l'image, au-delà de l'émotion, que le Cameroun soit une destination, j'allais dire rêvée, au niveau mondial, à partir du sport et à partir du football. Mais avec ce qu'on voit autour, nous avons peur et il faut faire très attention et rectifier le tir. Le professeur ou le CIDAIOT, Pascal Boniface, qui estime que le sport, c'est de l'émotion, des sensations, des moments de désespoir, de joie et de fraternité. Bref, c'est un élément essentiel du rayonnement d'un État. Puis je voulais dire, par exemple, pour ajouter à ce que mon collègue vient de dire, au plan national même, on a vu les gens instrumentaliser le sport, un événement sportif, pour changer l'image d'un pays. Nous sommes un pays, vous avez dit tout à l'heure, on nous indexe de l'extérieur par rapport aux questions de droits de l'homme, questions de guerre, qui sont plus ou moins réelles dans notre pays. Dans tous les cas, c'est visible. Mais on peut, à travers le sport, si c'est bien organisé, si ça en fait une fête populaire extraordinaire, et qui est remportée même en plus par le Cameroun, ce serait quelque chose de bien qui fera oublier le reste des choses, au moins pendant un temps, et même dans la longue durée. C'est pour ça qu'il faut que les gens pensent à la CAN, mais pensent aussi à l'après-CAN. Un autre élément, par exemple, qui va se poser, bon, il faut qu'on n'invite pas les gens dans un pays, 24 États qui seront là, 23 plus le Cameroun, à assister à une CAN, si on n'a pas quelque chose à dire au monde. Il faudrait que nous préparions un message que nous voulons dire. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la communication le storytelling. Il faudrait que nous préparions un narratif national qui, le chef de l'État l'exprime dans ses discours. C'est-à-dire que quand ces gens viendront donc à la CAN à partir du 9 janvier, qu'est-ce qu'on va leur dire? Que le Cameroun c'est quoi? Que c'est qui le Cameroun? Qu'est-ce qu'on vous offre en accueil? Qu'est-ce qu'on veut que vous gardiez de nous comme image? C'est pour ça qu'il faut que cette politique où beaucoup d'argent a été mis soit un moment où on sort quelque chose qui fera que, au-delà de cette CAN, que les gens qui rentreront se rappellent que le Cameroun nous a dit un message, voilà son message qu'il a adressé au monde, et c'est très important en termes d'image parce que si on ne le fait pas, ce sont des choses qui feront qu'on aura l'impression qu'on a dépensé assez d'argent, on était content de la fête, mais la fête est passée, parce qu'on a vu par exemple récemment, je termine là-dessus pour l'instant, un pays voisin, je ne vais pas le citer, où après la CAN, je suis passé dans ce pays récemment, les herbes ont poussé sur le stade. Ah bon. Les herbes ont, voilà, je ne veux pas le citer, mais parce que les herbes ont poussé. Vraiment, je suis allé voir. Parce dans que le plan stratégique, voilà, nous ne voulons pas voir ça au Cameroun. La mobilisation, il y a cette perception. Il y a effectivement cette perception. Et comment elle se matérialise? Elle se matérialise en amont par la dispersion géographique des infrastructures qui sont mises en place. Parce que là, quand même, au Cameroun, notre CAN nous permet effectivement de couvrir une bonne partie du territoire camerounais par un certain type d'infrastructures qui vont permettre effectivement à ceux que, ne serait-ce qu'en restant dans le domaine du football, vont permettre de revoir un autre niveau de pratique sportive. Mais au-delà, la CAN en elle-même ne se joue pas uniquement dans les 6 stades. Au-delà des 6 stades, dans toutes les villes, il y a ce qu'on appelle, et ça c'est peut-être conventionnel, des fan zones, mais au-delà même des villes, on a ce qu'on appelle des villages de CAN. Je vais vous dire une chose. Savez-vous qu'à Yokadouma, il y a déjà un village de la CAN? À Yokadouma. À Guidère, il y a un village de la CAN. Ça veut dire que les Camerounais vont vivre leur CAN dans les stades
et au-delà des stades. Et justement, ces fan zones, ou bien ces villages de la CAN, sont des lieux d'échange, ne serait-ce qu'économique. On vend, on achète. Ne serait-ce que ça. Ce sont des lieux de brassage. Nous allons démontrer notre vivre ensemble. Et pour parler du storytelling, un narratif national, le Cameroun au-delà de ce que vous pensez. C'est ce que j'ai appelé la veille patriotique. Aiment vivre ensemble. Mais nous, on ne savait pas. Ils le font déjà à travers le sport. Il faut qu'il y ait Il faudrait vulgariser ça. C'est un beau texte d'ailleurs. Il faudrait le rendre. Donc les Camerounais aiment vivre ensemble et peuvent le faire tel qu'ils le font à travers le sport. Prenons la revue de presse sur les autres faits marquants de l'actualité de la semaine, avant de revenir parler de la capitalisation du sport, du football après la CAN. Laetitia Onana, revue de la presse. CAN Total Énergie Cameroun 2021, Réalité Plus rassure. Le stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé abritera bel et bien le match d'ouverture de cette fête du football en Afrique. Les assurances du ministre d'État, Ferdinand Ngongor, à la tête d'une délégation camerounaise au Caire pour la 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, sont à lire dans Repères et dans l'hebdomadaire L'Indépendant. Défis actuels toujours concernant la CAN propose 50 idées de bonnes affaires autour de la compétition. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football était également évoquée au Parlement puisqu'elle fait partie des priorités du gouvernement en 2022, martèle l'Économie Report, rejoint par Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue se penche sur les grandes lignes du budget 2022, dont la résorption des crises sécuritaires et sanitaires. En santé, justement, retenons ce chiffre. 364 483 personnes sont sous traitement antirétroviraux au Cameroun. Le nombre est en grande une du quotidien Éco-Santé à la faveur de la Journée mondiale du VIH-Sida. Pandémie pas encore finie dans notre pays, précise le jour. Le quotidien d'Aman Mana consacre tout un dossier comme Cameroun Tribune dans lequel figure en bonne place le message de la première dame, ambassadrice spéciale d'ONU-SIDA. L'autre maladie qui suscite des inquiétudes, c'est bien le Covid-19 et son nouveau variant Omicron. Un appel au renforcement des mesures barrières est donc lancé par le ministre de la Santé publique dans les belles pages d'Éco-Santé. Sous un autre front, celui de la dépravation des mœurs, le gouvernement tire la sonnette d'alarme d'après l'anecdote. René Emmanuel Sadi rappelle en effet au cours d'un point de presse dans la capitale politique que les atteintes à la pudeur sont sévèrement réprimées par le code pénal camerounais. La revue de presse était sur la scène. Il y aura donc la CAN, Total Énergie 2021, du 9 janvier au 6 février 2022. Mais la question qu'on peut déjà se poser aussi, c'est quel football après cette CAN? Peut-être qu'on anticipe, mais c'est des questions qu'il faut poser. Au regard de ce qu'on vit autour à l'approche des élections à la FECAFOOT, Christian, vous avez l'impression que l'avenir du football après la CAN, cet avenir est radieux? Non, je pense que... Est-ce qu'il y aura élection à la FECAFOOT? Je ne suis pas électeur, je ne suis pas membre du comité exécutif. Vous en parlez tout le temps? Oui, mais on en parle. C'est parce que je répondais directement à votre question en disant que la météo post-CAN, elle est faite, pour ma part, si je m'en tiens aux quelques éléments que nous avons, elle est faite d'orage. Orage et tornades, comme c'est le cas depuis 2013. Vous le savez, nous ne voilons pas les yeux. Vous parlez, c'est bien de faire cette relance en demandant s'il y aura effectivement élection à la FECAFOOT. Les inquiétudes aujourd'hui sont sur la tenue réelle du scrutin prévu le 11 décembre prochain, samedi prochain. Il y a quelque chose qui plane sur ces élections, c'est que le processus même, le processus électoral qui va conduire à l'élection probable, et vous l'avez dit fort à propos dans votre introduction, du nouvel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football. Cette élection est viciée parce qu'elle est d'abord contestée. L'exécutif qui est en place a été mal élu et nous savons tout ce qu'il y a eu comme procès
au niveau du tribunal arbitral de sport, au niveau de l'organisation, au niveau des querelles entre la légitimité de la Fédération camerounaise de football ou la Ligue de football professionnel du Cameroun à organiser les championnats, qui malheureusement, on a fini, et c'est curieux, un pays qui accueille la CAN a joué un championnat où on a décrété les vainqueurs du championnat pour vite faire. Là, ce sont des images qui ne sont pas bien. Peut-être que les arguments, pas les éléments pour les arguments des autres vont se permettre un avenir radieux pour ce football après la CAN. Il faut bien qu'on pense à ce football après la CAN, après ces moments de jubilation, si jamais on gagne au soir du 6 février. Est-ce qu'au CAN, on ne s'arrête pas à la compétition au 6 février? Est-ce qu'on imagine l'après-CAN? Parce que c'est le moment de penser à toutes ces choses. Lorsque vous me posez la question en me limitant au CAN, j'aurais peut-être du mal à dire quelque chose. Je voudrais parler comme un citoyen camerounais qui vit autour et dans le milieu du sport. Et je dis, la CAN est une belle opportunité, parce que nous sommes à la période des grandes opportunités, une de ces belles opportunités qui devrait nous permettre de connaître un décollage, pas seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan des autres activités qui sont induites à travers le sport, pas seulement le football, mais à travers le sport en général. Et à ce temps-là, il faudrait effectivement que nous fassions preuve de beaucoup d'imagination. Et l'imagination chez les Camerounais, elle existe à condition de savoir la structurer, à condition de savoir capitaliser sur les capacités réelles de quelques Camerounais qui savent penser le sport pendant et après. Et ça, nous pouvons le faire. Moi, je rêve effectivement d'un après-CAN qui puisse être radieux pour le Cameroun, au-delà des querelles électives et autres qui, si on trouve un modus operandi, peuvent passer. Mais l'essentiel, c'est de savoir imaginer ce que nous pouvons faire après la CAN. Et il y a de l'imagination dans l'air. Le président de la République, et le professeur le rappelait tout à l'heure, a fixé le cap depuis 1982. On se souvient, lors de la réception offerte en l'honneur des sportifs, il disait, je cite, le Cameroun ne deviendra cette nation sportive que si cette nation sportive que nous appelons de tous nos voeux, le Cameroun ne se maintiendra parmi les nations sportives qu'à condition d'encourager et de favoriser le sport de masse, rapprochant ainsi les activités sportives des populations dans les villes comme dans les campagnes. Voilà pour les sportifs de la jeunesse et même pour l'ensemble de la population des perspectives exaltantes d'exercice physique, de participation et d'accomplissement. Fin de citation. C'est le président qui le dit en 82. Quel football pour le Cameroun après la CAN? Écoutez, s'il est difficile de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas une politique publique en matière sportive et précisément dans le football, il faut quand même dire que si cette politique publique existe, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des institutions, parce qu'il y a des acteurs, c'est une politique publique bricolée. Elle relève du bricolage. Et je voudrais vous dire ici, sans état d'âme, que des ministres de ce pays doivent arrêter de penser que, une fois qu'ils sont nommés, ils deviennent des gens très intelligents qui sont doués de connaissances en matière de droit, en matière de politique. Est-ce que c'est les ministres qui font le problème à la FECAFOOT, qui est l'organe chargé de promouvoir ce football chez nous? Non, mais c'est venant à l'égambé. Il faut arrêter de faire la fine bouche à un certain moment. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 juillet 2021? Le professeur Narcisse Moël-Kombi, qui est mon professeur de droit international public, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un communiqué, je crois une correspondance, qui demandait aux dirigeants actuels illégitimes et illégaux de la Fédération camerounaise de football de surseoir l'organisation, n'est-ce pas, de l'élection qui aura lieu le 11 Ma question, quel football après la CAN? Non, mais on ne peut pas questionner le football si on ne questionne pas les politiques publiques et leur pertinence. Oui, ça, si on est dans le bricolage, il faut que nous sortions de ce bricolage-là et que nous soyons sérieux. Quel football donc, pour répondre à votre question, après 2021? Sans championnat. C'est un football qui se veut crédible, c'est un football qui se veut sérieux. Et c'est un football qui se veut responsable. Il faut que les acteurs, ce sont les acteurs politiques qui visent le sport au Cameroun et le football en particulier. C'est vraiment les gars, mais il faut le dire. Parce que lorsque le ministre des Sports, qui est compétent sur les questions sportives, prend une décision de bon sens comme celle qui a été prise, et il y a un autre ministre qui encourage une équipe à rester en place et à organiser une élection qui est manifestement illégale. Alors,
Le Cameroun, cette semaine, on a parlé des journées économiques internationales et communes. C'est aussi un chantier qui nous intéresse, la décentralisation. Et le Cameroun a eu cet avantage d'accueillir de nombreuses délégations qui sont venues participer à cet événement organisé par l'association Communes et Villes Unies du Cameroun. Et nous avons rencontré un ministre d'État, André Flao, qui est ministre d'État belge à la tête de la délégation de la Belgique. Il a une lecture particulière des relations qui doivent exister entre l'Afrique et les pays africains, entre l'Europe et les pays africains. On va l'écouter. Aujourd'hui, les États africains sont des États souverains, avec des procédures qui sont en cours. Alors elles sont bien ou pas bien, elles sont critiquables ou pas, rien n'est parfait. Il faut plutôt voir le verre moitié plein que le verre moitié vide. Et on a, je vais dire, intérêt, comme Européens, à s'orienter plus vers le Sud. On a délaissé l'axe de solidarité nord-sud, sud-nord, au profit d'un axe ou un développement, par exemple, de l'Europe vers l'Est. Et on s'est agrandi vers l'Est, mais les préoccupations des pays de l'Est de l'Europe sont différentes que les préoccupations du Sud de l'Europe et même du Nord de l'Europe. Et donc, de façon très concrète, il faut retrouver le chemin du dialogue, mais un dialogue entre des partenaires responsables et donc qui se respectent pour construire ensemble. Et le faire en ayant conscience aussi de passer quelquefois difficile, qu'il faut objectivement reconnaître, mais on ne peut pas toujours pleurer sur le lait répandu, il faut se tourner vers l'avenir et voir ce que l'on peut faire concrètement pour les peuples des pays africains et pour la jeunesse de ces peuples, avec des priorités sur l'enseignement, sur la santé, qui sont les premières préoccupations, avec la sécurité, et puis on vient avec les infrastructures et le développement économique. Mais quand les gens se rencontrent et se connaissent, ils travaillent mieux ensemble et positivement. Alors, pour ça, vous aviez une réaction avant cet élément? Oui, je voudrais, par rapport à la question que vous posez avant l'élément qui est passé, dire que je me suis demandé en tant que citoyen aussi, un peu comme M. Mwangele, que pourquoi venir organiser une élection à l'Africafoot avant la CAN? Et moi, quand j'ai vu comment les deux candidats, les principaux candidats ont déposé leur candidature, quand je vois les querelles que je vois dans les journaux, je me dis que... C'est vous qui avez l'habitude de le dire pour ne pas tomber dans le vide juridique. Oui, je suis d'accord. Je dois partir là, parce qu'il y a des délais. Et là maintenant, vu les forces en présence, vu la façon dont, par exemple, un des candidats a déposé sa candidature, comme si, alors que c'est 70 personnes environ qui votent, et il est venu avec toute une masse de personnes, je suis sûr qu'au lendemain de l'élection, bientôt là, il y aura contestation, et l'équipe a besoin de sérénité pour aller à la CAN et pouvoir l'emporter. Vraiment, je suis très embêté en tant que Camerounais de voir cela. Je me suis demandé, est-ce qu'on n'avait pas un moyen de repousser ça après la CAN? Première chose. Deuxième chose, je pense que l'État investit beaucoup pour le football au Cameroun et l'État devrait peut-être avoir le courage de pouvoir taper du poing sur la table pour cette affaire de FECAFOOT qui dure depuis près d'une décennie. C'est-à-dire qu'on était au ministère des Sports, on y est arrivé, on est parti. Moi, j'ai connu 3 ministres des Sports quand j'étais secrétaire général. J'ai d'ailleurs retenu un peu en écoutant les uns et les autres que si tu veux durer longtemps au ministère des Sports, ne touche jamais à la FECAFOOT, ne touche pas aux fédérations. Et je vois bien qu'effectivement, c'est un peu ça qui continue. Il faut bien que l'État prenne ses responsabilités. Par exemple, après la CAN, il faut peut-être mettre tout à plat, repenser ce football, refonder ce sport, parce que le sport camerounais doit devenir un élément, un levier essentiel de notre politique étrangère. C'est mon débat, c'est mon plaidoyer pour que nous puissions... Et pour le faire, il faut d'abord assainir ce milieu, où les marchands du temple ont envahi certainement, parce qu'en fait, chacun y vient pour des raisons qui sont souvent non sportives. Il faut le dire. J'y ai vécu pendant 5 ans, je peux le dire avec autorité, parce que je suis parti de là sans aucun problème. Le propriétaire du temple prendra un frais il faut donc que celui qui finance ce football-là, ce sport-là, puisse, à la fin de cette CAN, peut-être se faire la récréation et peut-être qu'on puisse s'asseoir pour refonder ce sport qui est très important pour notre visibilité internationale. Voilà un peu ce que moi je pourrais dire sur la question. La dernière halte de ce programme, les 1 du lundi. Nous allons retrouver Daniel Menanga dans l'un des studios d'à côté. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Séverin, bonsoir messieurs les invités, aux téléspectateurs également. L'actualité ce lundi, nous commençons avec Cameroun Tribune et c'est avec l'Assemblée nationale, budget 2022. Les députés ont voté, le projet de loi de finances de l'exercice 2022 a été adopté, budget qui s'élève à 5 752,4 milliards de francs CFA. Et adoption au cours d'une séance plénière présidée ce dimanche à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril. Et puis, lors de la discussion générale, il y avait, et le journal Le Quotidien en parle, la question sur la taxe des transferts d'argent. La Direction générale des impôts dissipe toutes les appréhensions, également Centre hospitalier d'Ebolova, une référence sanitaire en Afrique centrale. Et CoNews, le quotidien parle également de l'infrastructure dévoilée vendredi le 3 décembre dernier par le Premier ministre chef du gouvernement au nom du président de la République. EcoNews reparle de la question sur les transferts d'argent, 20 milliards de collectes attendues en 2022. L'ensemble des députés de l'Assemblée nationale ont voté ce dimanche le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Lors de la discussion générale, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'est longuement expliqué sur la nouvelle taxe sur les transferts d'argent. Ladies News se fait la voix des ladies au gouvernement, ce que les femmes ministres feront de leur, je cite, petit budget. Malgré la modicité des moyens mis à leur disposition, les ladies du gouvernement nourrissent de grandes ambitions, animées par la volonté de faire plus avec peu. Elles vont user de leur instinct maternel et leur capacité à faire des économies pour contribuer au bien-être des populations. Dixit Ladies News. Mutation Yaoundé-Simalen, autoroute longue de 10,8 km. La section race campagne de ce tronçon évaluée à plus de 100 milliards de francs CFA a déjà connu en 7 ans au moins 2 retards de livraison. Le nouveau jour dit fixé au 10 décembre prochain. Vous découvrirez certainement Mutation en kiosque. On n'a pas pu la voir là. L'économie report, entrepreneuriat engrange les ambitions de Périal Jean Niodok, président d'une entreprise spécialisée dans les activités maritimes, qui a accordé une interview exclusive au journal Économie en marge de CEMAC, du CEMAC Business Energy Forum. Le 29 et 30 novembre dernier au Congo-Brazzaville et puis en cheval de une, un clin d'œil à une invitée de scène de presse, Viviane Ondoa Biwele, administratrice indépendante dans un nouveau challenge, c'est dans un grand groupe bancaire au Gabon que je ne citerai pas. Et pour finir, CEMAC UEAC, ce 8 décembre, mercredi prochain donc, le Conseil des ministres au dossier brûlant, à savoir projet de budget 2022 en augmentation de 5,35% dans un contexte difficile sur les plans sanitaires et économiques. Interdiction totale d'exportation des bois en grumes dès le 1er janvier 2022. Volte-face de dernière minute et remis une question sur les options de la commission. Voilà pour l'essentiel des unes que nous avons pu vous donner aujourd'hui. Le reste, vous les retrouverez certainement en kiosque puisqu'il faut s'y rendre pour faire vivre la presse. C'est vrai. Merci beaucoup Daniel et bon début de semaine. Notre ambition c'était de regarder la CAN autrement, aller au-delà des querelles autour de l'aménagement du territoire, les infrastructures, les installations techniques, voir la mobilisation populaire autour de cet événement sportif. Nous n'avons pas fermé le débat, vous pouvez le continuer. Merci d'avoir honoré ce plateau de scène de presse. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur la CRTV. À dimanche. Merci.